Et nous voici de retour à Cannes. Cette année à Cannes, on va pouvoir rencontrer encore plus de gens. Le but cette année, c'est vraiment de rencontrer des gens. On va commencer tout de suite. On va aller chez WannaGame. Oui, je vous fais pas patienter. On commence immédiatement le vlog. On tergiverse pas. WannaGame, je ne sais pas si vous vous souvenez, eh bien c'était Duel of Chaos l'année dernière. Et surtout, c'était aussi Lume 42, il y a un peu plus de l'année dernière. Ils ont ressorti une version de Duel of Chaos, on nous a donné une boîte, je vous ferai un petit retour lors de ce vlog pour voir ce qui a évolué. Mais en tout cas, visuellement, ça a bien évolué, et même on pourrait dire que ça claque. Et fin de cette journée, lors de cette première journée, parce qu'aujourd'hui il y a 5 jours au lieu de 4, eh bien nous on est arrivé fin d'après-midi. Donc en gros on a pu vite fait discuter avec des gens, enfin pas vite fait en vrai, on a bien discuté avec des gens. On a commencé du côté de chez WannaGame que vous avez vu tout à l'heure avec Duel of Chaos. Ensuite on est allé voir nos petits potos de chez Rose Noire Edition et on a même pu tester chez eux Skate Legend, le fameux Skate Legend qu'on entend partout et pourtant bah moi j'y avais jamais joué. Alors que en vrai c'était très fun. Vous voyez Flip 7 ? Bah en fait c'est plus rigolo que Flip 7 je trouve. J'exagère un peu parce que Flip 7 c'est quand même très drôle, c'est très immédiat, c'est du stop ou encore direct. Mais Skate Legend a ce petit truc en plus qui fait que on a peut-être un peu plus envie de prendre des risques. Donc un stop ou encore où on récupère des cartes pour avoir des points et si on a 3 fois la même couleur on se casse la gueule donc on récupère pas de points. Et puis il y a des cartes spéciales, des choses comme ça. Bref, c'est très fun, très rapide. Skate Legend, je suis très content de l'avoir découvert. Et après, le gros rendez-vous, Lucky Duck. Alors vous allez sûrement en entendre parler un peu plus tard dans la vidéo de Lucky Duck, tout simplement parce que aujourd'hui c'était surtout une découverte et samedi on va beaucoup jouer justement au jeu de Lucky Duck. On a découvert Skyrise, on a découvert Tirnanog que j'ai vraiment envie de faire une partie complète. On a joué à... vraiment... ce jeu est une tuerie. Non mais c'est le nom du jeu. On en parlera un petit peu plus tard parce que là, il y a beaucoup de monde et j'ai plus l'esprit clair. Mais en tout cas, ce jeu est vraiment une tuerie. C'est un créateur d'ambiance monumental. On se retrouve demain. Donc, ce jeu est une tuerie. Pourquoi ce jeu est une tuerie? Eh bien, déjà parce que le nom est très rigolo, hein, voilà, ils ont gardé le nom qui était en anglais, enfin ils l'ont adapté, voilà. Et c'est un jeu qui se passe dans l'univers entre guillemets type Alien, où l'idée c'est qu'on ait un équipage, sachant que c'est un jeu qui se joue, si je dis pas de bêtises, de 4 à 10 joueurs. Ça commence à 3? Ok, mon acolyte dit ça commence à 3. Et l'idée, c'est qu'à chaque tour, on va chacun jouer 2 cartes. Une carte pour faire une action, une carte pour se cacher. Donc on a un plateau sur lequel il y a différentes salles et on va devoir choisir dans quelle salle on va se cacher ce tour-ci. À la fin de la manche, on révèle juste une carte qui nous dit où est-ce que l'alien attaque et potentiellement il peut nous avoir tué si on s'est caché au mauvais endroit. Et je vous ai dit, vous avez une carte pour choisir une action, une carte pour vous cacher. Eh bien, l'action que vous allez choisir, souvent, c'est des effets qui vont peut-être potentiellement détruire des salles ou attaquer directement vos adversaires ou bien vous protéger de l'alien, etc. Et chaque retournement de carte va complètement changer ce qui va se passer autour de la table et qui va faire que vous jouerez pas forcément telle ou telle action à un timing précis. Vous voyez, là, je vous ai dit la majorité de ce que vous devez savoir en termes de gameplay de ce jeu. C'est ça qui était incroyable, c'est à quel point on s'est énormément amusé pour un jeu qui n'a quasiment pas de gameplay, on va dire ça comme ça. Pour moi, ce jeu, c'est un créateur d'ambiance. C'est-à-dire que vous n'allez pas forcément vous amuser sur le gameplay en lui-même, mais vous allez vous amuser sur ce qu'il va se passer autour de la partie. À chaque retournement de carte, vous allez avoir une petite impression de « Waouh, oh connard » ou des trucs comme ça, parce qu'en fait, à la fois, on est ensemble, mais à la fois, on aimerait bien survivre quand même tout seul. On est un petit peu dans un côté très Nemesis, sauf que là, c'est plus Nemesis party game et ça marche vraiment très bien. Moi, j'ai pas du tout aimé Nemesis, j'ai vraiment pas du tout été client. Et là, celui-ci, on s'est éclaté comme des dingues. Il y a un moment, il y avait 2 cartes à retourner. Une carte pour savoir quel endroit allait exploser et une carte pour savoir où est-ce que l'alien allait attaquer. Les 2 cartes
c'était exactement ce qu'on avait prévu et du coup c'était le coup d'éclat en fait dans la partie qui a fait vraiment beaucoup rire tout le monde, fait crier de joie n'importe qui. En plus on a joué avec Guillaume et Guillaume de Lucky Duck, c'était une très très belle partie. Ce jeu est une tuerie, j'ai envie d'en refaire, j'ai pas forcément les joueurs pour, mais je pense que les moments où je peux avoir les joueurs, je vais pas mal m'éclater parce que c'est vraiment une ambiance de dingue qui se crée à chaque partie. Et donc deuxième jour de ce salon, ce deuxième jour on va pour le moment regarder un petit peu ce qu'il y a dans le showroom, le fameux endroit où on voit un peu les grosses nouveautés qu'il y a dans le salon. Alors il n'y a pas tout clairement, mais on remarque pas mal de jeux et surtout on peut sélectionner un peu ce qu'on veut voir dans le salon et ça c'est cool. Par exemple je sais qu'on jouera à Ironwind un jour, on verra quand, je suis pas encore décidé. Et derrière je vois d'ailleurs il y a même Fate, les défenseurs de Grimheim, sachant que c'est un jeu intrafin. D'ailleurs on va voir un intrafin là maintenant pour faire un petit rendez-vous. Aujourd'hui est une journée de rendez-vous, beaucoup de rendez-vous. C'est pourquoi on est allé chez Yellow découvrir toutes leurs futures nouveautés avec des jeux qui donnent vraiment envie et surtout il y aura Ascension Tactique. Sachant que j'ai joué hier à Ascension pour un épisode de Je teste enfin, c'était très drôle de voir les différentes cartes d'Ascension se retrouver dans un autre jeu qui va sortir plus tard et qui amène vraiment un système avec un plateau, etc. Ça donne vraiment très très envie à suivre du coup. On a pu découvrir le nouveau jeu d'enquête sur des médecins qui s'occupent de patients et le but c'est de retrouver comment soigner les patients, etc. Et plein d'autres petits jeux par-ci par-là, notamment un jeu de mime en équipe où en fait finalement c'est plus ou moins la partie 3 d'un Time's Up, c'est-à-dire de mimer pour faire deviner des trucs, mais avec le côté compétition où une équipe doit essayer de faire deviner le plus vite possible par rapport à un autre et ça c'était très très fun à faire. Et on a fini par une petite photo. Elle est sympa non ? Ensuite, nous sommes passés chez Intrafin. On a découvert plein de petits jeux, notamment ce petit jeu avec une proposition très audacieuse. Il faut savoir que c'est un jeu qu'on nous a expliqué très brièvement en disant « Vous avez des vaisseaux, vous les posez sur la table, vous les orientez vers la personne que vous voulez viser, et puis après vous verrez. » Donc vraiment, on était en mode mais du coup je fais quoi? Et c'est là que la magie a opéré puisqu'on a posé toutes nos cartes sur le plateau et on les a orientées voilà comme on voulait vers les adversaires, vers les météorites au milieu, voilà des choses comme ça. Et là, il nous sort son téléphone. Il fait une photo du plateau et le jeu nous joue une sorte de vidéo où tous les tirs se font dans un certain ordre. C'était complètement fou. J'ai hâte de voir si ce jeu va sortir, a priori peut-être, mais dans l'idée c'est donc on pose des tuiles, il y a des tirs qui sont plus ou moins puissants selon vers où on les oriente et surtout la couleur des tirs, et celui qui détruit le plus de vaisseaux qui touche le plus de choses gagne de plus en plus de points et donc va potentiellement gagner la partie. En termes de gameplay on fait très peu, mais le spectacle que ça amène avec l'application c'est vraiment sympa. Donc j'ai hâte de voir sortir ça un jour, je l'espère. Puis on a découvert le fameux Kingdom Legacy qu'on a déjà vu sur le passe-temps en anglais et là il arrive en français chez Intrafin.
Et ça fait trop plaisir. Un jeu Legacy par le frère de l'auteur de Terraforming Mars. Et on y a joué, c'est vraiment très efficace. On a des cartes qu'on descend sur le plateau, on les supprime pour récupérer des ressources, par exemple des pièces d'or, puis du coup ça nous permet d'améliorer des cartes, et en fait notre deck et du coup notre royaume va s'améliorer, va se grandir au fur et à mesure. Le but c'est vraiment de la gestion de ressources avec des cartes à la manière plus ou moins d'un Palm Laboratory ou un Palm Island, où on va tourner les cartes pour les améliorer dans tous les sens, etc. Et c'est super malin. J'ai très hâte de voir ça, ça coûte vraiment pas cher, c'est du Legacy donc ça s'abîme, on met des autocollants dessus, etc. Mais franchement, pour le prix que ça coûte, moi j'irais sans hésiter. Après, on est allé chez Asmodée. Et chez Asmodée, on a découvert plein de jeux qu'on va essayer de jouer durant ce salon. Mais ça va pas être facile. Du coup, en attendant, on avait joué à Bravest. Parce que c'est vrai que vous voyez Bravest depuis tout à l'heure, vous vous dites pourquoi on est ici, parce qu'on y a joué et que c'était super cool. On a chacun un plateau principal et une rivière de tuiles qui sont en cercle sur le plateau, et à chaque tour on va sélectionner une tuile, chacun un par un, qu'on va placer sur le plateau de manière adjacente par rapport à nos entrées et surtout par rapport à d'autres tuiles qu'on a placées. Le truc c'est que les seules tuiles qu'on peut récupérer sur le plateau, celles qui sont indiquées par les petites étoiles. Et donc ça limitera vachement les choix par rapport à tout ce qu'on voit sur le plateau. À chaque fois, il y a ce fameux truc de je veux cette tuile, mais en même temps, ça donnera à l'adversaire suivant la possibilité de prendre cette tuile-là, parce qu'à chaque fois qu'on prend une tuile, on décale cette petite étoile pour pouvoir justement prendre une autre tuile, et puis on refile avec de plus en plus de tuiles qui sont à côté. Et le but est de faire un chemin. Alors pas forcément qui va du début à la fin du chemin, mais un chemin qui va faire passer nos petits bonhommes, nos petits braves hommes, ou braves femmes, j'en sais rien, nos petits braves tout court. Et sur chaque tuile sur lesquelles il va passer, il va potentiellement nous faire des points de victoire. S'il marche sur un magicien, il gagne tant de points de victoire. S'il marche sur une épée, il gagne tant de points de victoire. S'il marche sur une maison hantée, eh bien il rapporte tant de points de victoire par fantôme dans tout le plateau. Et ce draft très malin qu'on trouve au centre, il apporte vraiment des réflexions et parfois des frustrations à se dire putain tu m'as pris ça, moi je voulais pas, et tu m'as décalé sur une tuile dont j'en ai rien à faire. Ça rend le jeu un peu piquant et moi j'adore ce genre de choses, vous le savez, dans les jeux, moi j'aime quand pas forcément quand on se tape dessus, mais quand il y a de l'interaction et où on peut jouer sur le jeu des autres. Et en l'occurrence là, ça marchait super bien, un jeu qui dure en plus 20-30 minutes maximum, peut-être la première partie, une DA magnifique, un plaisir de jeu vraiment redoutable. Ça donne envie de faire des revanches parce que les parties sont très courtes, et franchement ça me ferait très plaisir d'y rejouer beaucoup de fois. Est-ce que c'est un jeu que je garderai longtemps? Je ne sais pas encore, parce que je n'ai pas vu la partie qui est dessous des plateaux, puisqu'il y a deux phases de plateau, une phase débutant, une phase avancée, et la phase avancée me donne envie de voir ça. Enfin bref, Bravest, vous pouvez y aller sans hésiter. Et là, nous sommes devant l'entrée de la cérémonie. L'année dernière, on s'était fait complètement avoir entre les passes et la pluie. Là, il n'y a pas un nuage dans le ciel. Donc là, on est juste en attente, on est content, on va faire une super cérémonie. Enfin, on espère, l'année dernière, c'était un peu le plan-plan, mais ça va être cool, je l'espère. À tout de suite. Et nous voici enfin dans la salle. Alors, content d'être dans la salle, plutôt rapidement. Par contre, ça n'avait encore aucun sens de comment on rentrait. On a montré nos badges orange, on s'est mis dans la file d'attente orange, mais c'était pas la bonne file. Je ne comprends rien. Et je crois que eux non plus ne comprennent rien. En tout cas, on attend cette fameuse cérémonie avec impatience pour savoir quels sont les As d'or. Les sélections ont fait jaser pas mal. À raison ou pas, on s'en fout, ça c'est pas la question. Même si j'ai une réserve sur un truc dont on va parler maintenant. La sélection des As d'or, c'est quoi? Eh bien, en expert, on a Kutnaora, on a Sankore, on a Daybreak. Je n'ai joué qu'à Daybreak, mais Daybreak, moi j'ai des réserves sur ce jeu où je le trouve à la fois très intéressant, mais très fouillis. Tout le monde fait un peu ce qu'il veut, et finalement, moi j'ai besoin d'un peu plus de cadre. Et en l'occurrence, je trouve que on est tellement dans son coin, on regarde pas assez ce que font les autres parce que c'est un peu le bordel. Tout le monde peut faire tout ce qu'il veut avec ses cartes.
il y a des combos dans tous les sens, c'est à la fois très grisant, mais pour moi, pas avec assez de cadre. Après, est-ce que ça fait la qualité d'un jeu? Je sais pas. Mais dans mon cas, dans cette sélection expert, de toute façon, il n'y a pas vraiment de jeu que je plébiscite plus qu'un autre, puisque les deux autres j'y ai pas joué. Sankoré est un jeu qui, je pense, ne me plairait pas plus que ça, puisque c'est du gros jeu expert, gestion de ressources, etc. Moi je suis moins là-dedans. Écoute Naora, je me suis pas assez renseigné dessus, donc on verra bien. Allez, on continue avec la sélection initiée, avec le fameux Behind, qui est un jeu d'énigmes, enfin d'enquête, on va dire ça comme ça, mêlé avec un puzzle. C'était une belle révélation à Vichy, c'était quand même très très cool, donc pourquoi pas celui-là. À côté, on a Chronologique, auquel je n'ai pas joué, mais qui est très très intéressant au niveau de ses mécaniques et de la proposition du jeu d'enquête avec ses cartes perforées, toujours comme à son habitude. Coucou à toi Johan. Et le troisième, c'est Harmonise. Alors c'est bien Harmonise, mais est-ce que ça mérite un As d'or? Bah, c'est pas à moi de le dire, de toute façon c'est au jury. Mais moi je fais vraiment partie de ceux qui pensent qu'un As d'or, si le jeu on l'a vu plus ou moins 10 fois, ouais, ça me ferait chier de donner un As d'or à un jeu qui ressemble à beaucoup d'autres finalement. En fait pour moi c'est un jeu qui est à la fois très sympa, mais qui est très convenu, qu'on a vu beaucoup de fois. Donc finalement je suis moins client de ça. Pour moi Behind, ce serait un beau geste de le nommer comme ça. Ensuite nous avons la sélection As d'or classique, As d'or famille, As d'or jeu de l'année, enfin voilà, il l'appelle comme ça. On a Captain Flip, on a Odin et on a For a Crown. For a Crown, ce serait couillu. Odin, pourquoi lui par rapport à un autre jeu de cartes, mais bon, après, pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire. Encore une fois, ce n'est pas moi le jury. Et Captain Flip, bah il va gagner. Non, on va pas tergiverser. Captain Flip va gagner. S'il ne gagne pas... J'ai pas de menace, mais je serais pas content. Ouais, voilà, l'acolyte a tout dit, quoi. Disons que quand on voit les autres jeux, For a Crown, je dis que ça serait couillu, c'est vrai. D'un côté, je trouve que la mécanique est très très agréable dans For a Crown, donc en vrai, ça peut être très très cool de faire gagner For a Crown. Néanmoins, Captain Flip est tellement fédérateur, tellement agréable à jouer, t'as envie d'en refaire, ça s'apprend facilement, ça se joue facilement. Je ne comprendrais pas que ce ne soit pas lui. Mais, l'année dernière, on a eu la Familia. Pourquoi pas For a Crown? Et on arrive à la sélection As d'or enfant. Alors vous le savez, moi je suis pas très centré sur les jeux enfants, donc c'est toujours difficile pour moi de parler de jeux enfants. Néanmoins, sur cette sélection qui est Mimose et Sam, Les Éclairs Tout et Opération Noisette, eh bien je dois dire que je m'en fous de ces jeux-là. C'est pas que je m'en fous, c'est un peu méchant dit comme ça. Mais où est passé, alors peut-être parce qu'il est sorti en début d'année, j'en sais rien, mais où est passé 1, 2, 3, faufile-toi? Où est-il? Je ne comprends pas comment c'est possible qu'il n'y soit pas. En fait, c'était tellement impressionnant comme jeu. Impressionnant d'avoir proposé ça par son matériel, par la proposition de jeu, par le jeu avec les enfants et entre les adultes. Non, vraiment, je ne comprends pas comment 1, 2, 3 Faufile-toi ne s'est pas retrouvé dans cette sélection. Il y en a beaucoup qui disaient « Ah, comment ça se fait que Bombbusters n'était pas initié, que tel jeu n'était pas en machin ?» Vraiment, dans les enfants, je ne comprends pas comment c'est possible. Je ne comprends pas. Mimose et Sam est très intéressant. Opération Noisette, je ne le connais pas assez, donc je ne vais rien dire. Par contre, Les Éclairs Tout, ouais, il y a un effet waouh au début, même si t'as déjà vu ça dans des livres, mais vraiment, si c'est Mimose et Sam, je suis content. Si c'est Opération Noisette, je connais pas assez, donc je serais ouais. Si c'est Les Éclairs Tout, ça va me tendre un peu, je pense. Bonsoir et bienvenue évidemment aux éditeurs, aux distributeurs, aux illustrateurs, aux vendeurs, aux joueurs et à tous les fans à la planète jeu, j'ai envie de dire en général. On continue avec la catégorie initiée, là aussi de très belles choses. On a Chronologie, une sorte de Cluedo moderne, hein, où il faut trouver où, quand, qui. On dirait moi quand j'ai appris ma grossesse. Les membres du jury qui nous coûtent une fortune en cocaïne, vraiment. Ouais. Dans les coulisses, on les a surnommés les aventuriers du rail. On va tous jouer à cache-cache. Vous mettez sous... Non, vous jouez pas à cache-cache. Dangereux aussi. Souviens-toi, qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois qu'on a joué à cache-cache? On n'a pas retrouvé Vincent de Dienne. Voilà, il a disparu. Les Éclairs Tout, le jeu d'observation qui va illuminer vos parties. Dans
devient le voleur de fruits et les autres sont des détectives. Le voleur se déplace dans le jardin pour ramasser 4 fruits mûrs. Dans Opération Noisette, vous incarnez de gourmands petits écureuils. Il vous suffit de récupérer toutes les noisettes gardées par la belette. Le gagnant est Opération Noisette. Au départ, un film, et maintenant, elle est devenue incontournable. On va vous présenter tout de suite les nommés. Dans Miracle, tout repose sur votre réflexion. Chaque boîte cache 3 énigmes captivantes. Dans Harmonise, plongez dans un univers magnifique. Et embellissez votre plateau en créant des biomes variés. Dans Chronologique, il vous faudra penser à la bonne question et au bon moment. Qui est coupable? Et quand a-t-il frappé? Ah oui, Behind. Déjà, moi, on voulait évidemment remercier les éditeurs de continuer à faire des jeux experts. Parce que réfléchir, c'est pas forcément se prendre la tête, et qu'il y a beaucoup de joueurs qui adorent ça. Merci de continuer à en faire, ça vous procure énormément de plaisir. Par contre, tu as remarqué que cette année encore, il n'y avait qu'une seule saison dans les gros jeux. Ouais, ça faut arrêter par contre, hein. C'est-à-dire que les jeux experts, s'ils sortent pas à l'automne, on a l'impression que vous allez exploser. Sauf que pour nous, on a 2 mois pour tout tester, il y a 40 pages de règles, bon, voilà, c'est un peu compliqué. Faites un effort, merci. Dans Daybreak, unissez vos forces pour stopper le réchauffement climatique. Au départ, Kutnaora n'est qu'une ville vide, mais très vite, les mines d'argent s'activent. Sur Sankoré, vous dirigez une université légendaire. Théologie, astronomie, droit, mathématiques. L'Asdor expert et Kutnaora. Embarquez dans l'aventure avec Captain Flip. À chaque tour, révélez une tuile. Dans Fort Dragon, devenez le plus riche du royaume en 4 mois. Chaque joueur a un coffre avec 10 rubis. Dans Odin, le but est simple. Videz votre main avant les autres. Posez jusqu'à une carte de plus que le joueur précédent. Et le gagnant est Odin. Pardon? Quoi? Bon, que dire? C'était la cérémonie la plus plate que j'ai fait en 3 ans. Alors c'est vrai que c'est pas beaucoup, 3 ans en soi de cérémonie. C'est vrai que c'est difficile de vraiment faire un comparatif, par exemple, sur 10 ans. Mais c'est une cérémonie qui était déjà comme l'année dernière, c'est-à-dire pas beaucoup de renouvellement, à part l'humoriste qui est venu à un moment. C'était un moment très sympa, en vrai. Des bonnes punchs qui passaient par là, donc c'était très cool. Mais c'est pas tant les as d'or en eux-mêmes, enfin les choix des votes, etc., qui font que je dis mais, c'est on voit très bien que cette sélection n'a pas fait consensus avec le public. En fait, ici, dans cette salle, je sais pas combien on est, mais imaginons, voilà, moi je dirais qu'on est proche de 1000, et encore, ça se trouve, je me trompe. Quand, pendant l'As d'or enfant et l'As d'or expert, il n'y a aucune réaction, ça fait mal, ça fait très très mal. En fait, on pourrait dire non, c'est secondaire, etc. Mais non, on le sent en fait quand le jeu plaît aux gens. J'avais prédit par exemple à un de mes amis, Captain Flip ça va gueuler, Forocrane ça va un peu moins gueuler, et Odin ça va pas du tout gueuler. On m'a contredit, hein, Odin ça a plutôt bien gueulé, hein, pour le coup ça c'était très bien. Mais Captain Flip effectivement était un peu au-dessus en termes de décibels, et c'est vrai que globalement ça montre l'enthousiasme des gens. Et on l'a vu très bien au moment de la découverte de l'As d'or à 7 étages. Parce qu'en fait là on est au balcon et en fait après il y a l'étage du bas. À 7 étages, ça faisait pas du tout consensus. Donc je vais commenter ces différents prix. Alors en termes d'As d'or enfant, c'est celui que je connais le moins qui a gagné, donc je vais vraiment pas trop en parler. Et il y a eu aucune réaction, donc très compliqué.
Asdor Expert, c'est Kutnaora, qui est aussi celui que je connais le moins, qui a gagné. Sankoré, je connaissais 2-3 trucs dessus et il m'intéressait au moins un petit peu. Et c'est vrai que voilà, Kutnaora, je me suis pas du tout intéressé. Bah écoute, ça arrive. Mais je suis content que Daybreak n'ait pas forcément été trop mis en avant. Il a déjà le spiel. Il a quand même des défauts que je trouve un peu dommage par rapport à un jeu comme ça. Après, le jeu est très bien et tout, hein, vraiment, j'ai passé super moment, mais voilà, je l'aurais pas mis Asdor Expert. Et maintenant, on passe aux initiés et aux Asdor classiques. L'initié, c'est Behind, très content. Ça aurait été un autre, de toute façon, les 3 jeux pour moi avaient leur chance, vraiment. Les 3 jeux étaient bons. Les 3 jeux avaient ce truc quand même de proposition, même si Harmonize pour moi était plus convenu, il avait quand même ses chances, ne serait-ce parce qu'il avait été beaucoup apprécié et je pense par les membres du jury aussi, et c'est pour ça qu'il a été nommé, bien sûr. Par contre, l'Asdor, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est la première fois que presque je suis outré, j'utilise un mot un peu violent, mais de voir que c'est un énième jeu de défausse qui gagne. Alors je sais que les joueurs qui ont beaucoup joué au jeu disent mais il y a quand même une maîtrise et tout, il faut savoir bien quand passer, à quel moment prendre telle ou telle carte, etc. Ça n'est pas le sujet. Je parle d'un Asdor, d'un jeu qu'il faut faire découvrir aux gens. En fait, moi je vois les Asdor comme ça. Je le vois c'est ma philosophie des Asdor. Et en l'occurrence, Captain Flip, quoi. Captain Flip était le prétendant au jeu avec une mécanique un peu originale, un apprentissage rapide, une stratégie quand même intéressante, des variétés entre les parties. Qu'est-ce qui s'est passé? Et après, le 3e, c'était, du coup, je l'ai oublié, For a Crown. Alors, For a Crown avait l'air d'avoir été apprécié dans la salle. Donc c'est plutôt cool, mais c'est vrai que ça aurait été difficile de le faire passer en Asdor. Même si mécaniquement et en termes de plaisir de jeu, vraiment il est là. Mais par contre, je pense qu'il y aurait eu des vrais contre, enfin des vrais gens qui étaient contre ce genre de prix, ce genre de prix à ce genre de jeu, c'est-à-dire un jeu très méchant. Je suis pas déçu qu'Odin ait gagné parce que en soi, le jury a fait son choix. C'est le jeu qui leur a le plus plu, mais je me demande juste comment c'est possible. Est-ce que Captain Flip est sorti trop tôt et du coup les souvenirs étaient d'il y a trop longtemps, ce genre de... Je sais pas. Parfois ça peut juste se jouer à ça. Parfois ça se discute beaucoup autour de la table. Je ne sais pas. Je ne suis pas membre du jury. Je sais que c'est un gros travail. Mais un peu comme un 2-3 faufile-toi, c'est comme s'il y avait soit moi j'ai raté quelque chose, soit je ne comprends pas. Du coup on se retrouve demain pour la suite de ce festival. On a encore beaucoup de choses à découvrir autres que ces jeux-là. Donc, à demain. Nous, on va manger parce qu'on a faim. Et on est donc vendredi, regardez-moi ce monde de dingue, ça n'a aucun sens, mais bon, c'est comme ça, on va essayer de quand même réussir à être productif, même si c'est vraiment pas facile. Et pour ça, on se retrouve sur le stand de Playpunk, les volets des Asdor. Et du coup, on va pouvoir se placer pour jouer à Zénith, parce que nos acolytes sont arrivés. Donc c'est parti, on va jouer à Zénith, parce qu'on n'a pas pu y jouer à Vichy. C'est bon, on a enfin joué à Zénith. Putain, comment ça se fait que j'ai esquivé ça à Vichy toutes les fois qu'on est passé devant? Parce que, waouh, qu'est-ce que c'est bien! Pour le moment, le meilleur jeu que j'ai joué au salon, de très loin. Pour le moment, le meilleur jeu que j'ai joué à Cannes, que j'aurais joué à Vichy peut-être, sûrement d'ailleurs. C'est le jeu d'équipe par excellence. La communication entre équipes est vraiment cool. Alors j'imagine qu'à 2, ça marche très bien. Mais là, à 4, c'était super intéressant. En fait, on peut pas forcément poser des cartes au même endroit. Le but du jeu, c'est de récupérer des planètes. On va se les tirer avec un système de tir à la corde. Et ce tir à la corde, on va justement tout faire pour avoir un certain nombre de planètes. Soit 3 pareilles, soit 4 différentes, soit 5 de manière générale. Et ça marche excessivement bien. Soit tu poses une carte et tu fais les effets qu'il y a dessus, soit t'en défausses pour monter sur une piste de recherche, soit t'en défausses pour gagner un jeton qui avantage un petit peu. C'est excessivement simple, à la fois complexe par le côté où il y a plein d'effets sur les cartes, mais ça rend pas le jeu non plus prise de tête. C'est vraiment assez limpide ce qu'on doit faire, mais il y a beaucoup de stratégies de « Ah, mais si je fais ça, est-ce que tu peux faire ça ?»
Ah mais du coup tu m'as tiré de ce côté, donc il faut vraiment qu'on les empêche de prendre cette planète-là. Waouh, Zenith, pour moi c'est vraiment un waouh. Je veux y jouer beaucoup. Je veux en faire et en refaire. Et je pense que c'est de très loin le meilleur jeu que j'ai joué depuis un moment sur un salon. C'est assez étonnant d'avoir enfin un vrai coup de cœur comme ça. J'ai l'impression que ça faisait longtemps que j'avais pas eu ce sentiment sur un salon. Oui, pourquoi je te filme? En fait, je m'en fous de toi. Vos impressions sur le salon jusque-là? Zenith, c'est trop bien. Bon, bah on a pu se poser sur une table, notamment la table de Fate qu'on avait vue hier à Intrafin lors du rendez-vous, et on a pu y jouer. Et c'est très sympa à jouer, c'est hyper fluide. Si vous avez l'habitude des jeux type Dungeon Crawler, c'est-à-dire c'est votre tour, vous faites des actions type déplacement, attaque, vous préparez en piochant des cartes, des trucs comme ça. Bon, voilà, c'est une mécanique un peu vue et revue, mais avec ces petites subtilités, notamment le fait qu'il y ait pas mal de cartes qui sont des actions gratuites et qui font des effets plutôt intéressants qu'on va beaucoup utiliser lors de la partie, et ajouter à ça qu'il y a de l'expérience qu'on récupère régulièrement, qu'on va pouvoir utiliser pour améliorer soit des objets, soit notre personnage, et donc devenir de plus en plus puissant, parce que le but du jeu, c'est quand même de ne pas crever, notamment parce que c'est un tower defense. En fait, on a un village central avec plein de figurines, et à chaque dégât qu'on se prend à l'intérieur par les monstres, eh bien on va supprimer une figurine à l'intérieur, et à partir du moment où on enlève la dernière figurine, nous avons perdu. Le but, c'est de survivre un certain nombre de tours, et c'est pas évident, hein. Il y a des vagues de monstres qui s'enchaînent et qui nous défoncent de plus en plus. Il y a des monstres normaux, il y a des monstres plus forts, il y a des légendaires, donc des gros monstres ronds qui sont vraiment puissants et avec beaucoup de PV. Et donc un jeu pas novateur, mais qui amène un vrai défi sur la table. Une rejouabilité qui est très intéressante parce que avec toutes les améliorations qu'on peut avoir, en fait, on va jamais faire les mêmes choses, même si on prend le même personnage. Et la variété des vagues de monstres qui peuvent arriver peuvent rendre vraiment difficile chaque partie, et du coup vraiment intéressante. Donc plutôt sympa comme jeu. J'aimerais en faire une vraie partie jusqu'au bout, parce qu'en salon, quand on joue à des gros jeux comme ça, si on joue jusqu'au bout, on pique la place pour beaucoup de gens. Donc, je vais voir si je peux me procurer ça. Bon alors, je fais le débriefing le soir, puisque ça a été une journée très mouvementée. Alors, cette journée n'était pas remplie de rendez-vous, même si on a un peu parlé quand même avec des gens pour se rencontrer, discuter, etc. Voilà. Mais on a pu quand même beaucoup plus jouer, comme on vous l'a dit. On a joué donc à Fate, on a joué à Zenith, et après, on est allé jouer à Ink. Alors je vais pas faire un gros débrief de Ink parce que, alors peut-être que soit on me l'a survendu, soit c'est juste pas mon style de jeu, mais c'est le nouveau jeu de Casper Lab, donc l'auteur de That's Not a Hat, mais là c'est plutôt un registre à la Azul, c'est-à-dire un jeu avec des couleurs, avec des points, enfin pas des points à faire d'ailleurs. Pour gagner, il faut se débarrasser de toutes ces fioles. C'était super intéressant, en gros il faut faire assez de cases pour pouvoir poser des fioles sur le plateau qu'on crée d'ailleurs grâce à des tuiles, un peu comme Bravest qu'on a fait il y a quelques temps. Mais ça a été un peu moins ma tasse de thé. En fait, c'est surtout que les premiers tours sont très flous. C'est un peu bizarre de se dire comment je vais réussir à poser tous ces flacons en moins d'une heure. Et la réalité, c'est que en fait, on y arrive au bout d'un moment. Donc j'ai fini par apprécier un peu plus ce que je faisais. Mais pendant un bon moment, je galérais, c'était un peu bizarre. Ça se cale dans les mêmes sensations qu'un Azul, dans le sens où c'est pas un jeu fun, mais c'est un jeu pour faire des points de manière relativement familiale avec des règles pas très compliquées, mais avec une stratégie quand même qui permet de rendre le jeu un peu plus intéressant, comme un Azul d'ailleurs. Donc voilà, Ink, ça n'avait pas été un coup de cœur, belle découverte quand même, avec un matos assez cool, avec ses différentes fioles, et voilà, c'était mon petit retour de Ink. Ensuite, on a vu Amaury de Narcopolis, je sais pas si vous vous souvenez, alors c'est pas ça le nom de l'édition, mais je me souviens plus de l'édition, je suis désolé. Et il nous a fait tester 2 protos de ses futurs jeux. On s'est très bien amusé, mais on va pas trop en dire vu que c'est des prototypes, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner quand ça sortira. Puis après, dans l'après-midi, on s'est baladé dans le salon, on a fait divers trucs, et on est arrivé au stand de Rivals. Je sais pas si ça se dit comme ça.
On n'a pas pu y jouer, on a eu une présentation des règles, le jeu a l'air assez simple, mais je vous en dirai plus dans le reste de ce vlog parce que je compte y jouer justement dans les prochains jours. Et juste après, on a eu une présentation du fameux Ibris 2, Twilight Olympus. Mon Dieu! Comment vous résumez ça? Il faut savoir que moi je n'ai pas encore joué à Ibris 1, alors que en vrai c'est un jeu qui me tente plutôt bien, qui m'a été recommandé par pas mal de gens. Sauf que la première fois que j'ai vu le plateau de ce deuxième jeu, que j'ai découvert l'année dernière à Cannes, au même endroit, sur le stand Intrafin, j'avais fait la fameuse blague auprès de Pete et de l'auteur, mais c'est un Gloranta tout ça. Et la réalité c'est oui et non. On va essayer de vous pitcher ça rapidement et de manière la plus claire possible. C'est un jeu qui se joue à 3 joueurs. On peut jouer à 2, mais en tout cas, c'est pensé à 3 joueurs. Maintenant, on se retrouve dans les jeux avec obligation de nombre de joueurs. Moi, je trouve ça pas si mal. L'idée, c'est qu'on va jouer une partie de l'Iliade et l'Odyssée, où on va contrôler soit les Troyens, soit les Grecs, soit les Mystiques. Donc, c'est 3 factions différentes qui vont être jouées de manière très asymétrique. Je vous fais pas le pitch de l'histoire, vous aurez en lien dans la description la page du GameFound qui permet de voir un petit peu justement ce que propose le jeu. Mais pour faire court, les Troyens ont un royaume qu'ils doivent protéger, qui sont dans un coin de la map. Les Grecs doivent envahir les Troyens ou les espionner pour récupérer un artefact à l'intérieur ou les exploser tout simplement. Et les Mystiques, c'est un petit peu plus particulier puisque eux, leur but, c'est de récolter assez de savoir avant qu'une des conditions des autres joueurs soit remplie. Et donc, il va devoir aider l'un et ou l'autre joueur afin de se ramener des différentes façons de gagner, des points de victoire, des choses comme ça. J'ai vraiment essayé de vous résumer le plus simplement possible, mais ce qui est intéressant avec ce jeu, c'est que on a un jeu qui est globalement avec la même mécanique pour les actions de base. Donc en fait, on est quand même sur un socle commun, contrairement à Call Weirle où en général on joue vraiment à des jeux différents, notamment dans un route. Et à côté de ça, on a des grosses spécificités quand même en termes d'action et de façon de jouer. En l'occurrence, le joueur jaune va donner le tempo du jeu en jouant des cartes qui vont ajouter du temps et qui vont lui permettre de faire telle ou telle action. Le joueur rouge, quant à lui, va comparer ce temps de jeu et va l'appliquer pour lui-même, et plus il aura de temps de jeu, plus il aura le temps de faire telle ou telle action beaucoup plus puissante. Donc le joueur jaune doit faire en sorte de faire des actions pour pouvoir défoncer le rouge, mais d'un autre côté, s'il fait trop d'actions fortes, eh bien le rouge aussi va aussi pouvoir en faire des trop fortes. Donc il va falloir jauger ce truc-là. Et surtout, le joueur rouge, son type de gameplay, c'est une sorte de pose d'ouvrier dans lequel il prend des personnages qu'il va placer dans le Sénat afin de préparer des lois où il va faire des actions un peu petites. Et par contre, en fin de partie, si ces personnages ont survécu, car ils peuvent mourir, eh bien il va pouvoir faire des actions de dingue qui vont être assez puissantes et ça va vraiment tout changer. Et les mystiques, quant à eux, quand est-ce qu'ils jouent? Eh bien il va avoir un système de pari d'action où il va se dire ok, je pense que les joueurs ils vont faire cette action là, je pense que les joueurs ils vont faire cette action là, il va les mettre face cachée devant son plateau et si à un moment un des joueurs fait ces actions là, il va pouvoir dire non, je révèle, j'avais prévu que tu faisais cette action là et du coup je vais faire moi une action. Et tout son but à lui, c'est de faire des négociations avec les autres pour justement récupérer des récompenses tout en les aidant, mais à quand même équilibrer les choses comme je vous ai dit au début de l'explication. Ça a l'air compliqué, je le sais, ça a l'air vraiment très compliqué. Clairement, je pense que la première partie, de toute façon, ça fait partie de ces catégories de jeux où la première partie, c'est de la découverte. Et les parties suivantes, c'est là où on va vraiment profiter du jeu parce qu'on aura vraiment compris des choses. Et là où je vous dis qu'on a un aspect très Gloranta Cthulhu Wars, c'est qu'on a une fiche de héros avec dessus donc notre héros qui sont ces grosses figurines grises que vous voyez en image. Et sur cette fiche-là, on a nos différentes unités qui ont toutes leurs spécificités d'un héros à l'autre. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y aura aussi des extensions qui rajouteront des héros et donc des unités différentes, mais tout ça toujours en regardant les 3 différentes factions que je vous ai présentées. C'est un projet auquel j'ai envie de jouer, c'est un projet que j'ai envie de soutenir. On va voir avec l'auteur s'il y a moyen de justement pouvoir travailler ensemble pour vous présenter tout ça. C'est un projet complètement fou, mais c'est un projet qu'on ne voit pas en fait en France. On en parlait justement avec l'auteur, c'est que des gros jeux de gestion de ressources, il y en a plein. Que ce soit du Lacerda, du Simone Luciani, etc. Il y a vraiment beaucoup de gros jeux
avec des gestions de ressources, etc. Mais il manque des gros jeux qui proposent autre chose. Et je pense notamment à la Familia de l'année dernière, qui était une vraie proposition. Et là, on est dans le même cas de figure. Un jeu qui, effectivement, est énorme, qui propose beaucoup de choses, qui n'est pas ultra complexe, même si le premier apprentissage l'est. Et on aimerait que ce genre de jeu existe un peu plus. Et moi, c'est vraiment ce qui me manque dans les très gros jeux. Parce que moi, j'aime les gros jeux, mais quand c'est les très gros jeux, en général, c'est du gros jeu de ressources, c'est des trucs où moi, en général, je ne comprends pas le plaisir dedans. Pour moi, c'est juste du calcul mathématique et c'est pas ce qu'il me plaît. Dernière chose à savoir par rapport à ce projet, c'est un jeu à scénario. Et donc l'idée, c'est qu'à chaque scénario, il se passe des événements différents, des mises en place, j'imagine, différentes, des choses comme ça. Il y en a prévu 32. Oui, c'est n'importe quoi, mais à la fois, qu'est-ce que ça doit être? J'ai vraiment hâte de voir ce projet. Pour terminer un petit peu ce petit débrief de la journée, que j'avais dit qu'il durerait 10 minutes, il en dure 15, mais en même temps, vu le projet qu'est Ibris, ça allait être difficile de condenser plus que ça. On va ouvrir un petit peu la boîte de Duel of Chaos que vous voyez ici, qu'on a reçu le premier jour, parce que j'ai quand même envie de voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, et comme ça pour vous montrer un petit peu ce que vous pourrez y trouver dans ce jeu. Donc évidemment, bah voilà, on a des règles comme d'habitude dans tous les jeux. Vous voyez qu'il y a écrit ici prologue, c'est parce qu'en fait, déjà petit pitch du jeu, c'est un deck building à 2 où le but est de vider sa pioche en un seul tour. C'est-à-dire que, vous savez, dans les deck building, quand vous prenez des cartes qui vous font piocher, etc., vous les mettez dans la défausse. Quand vous avez plus de pioche, eh bien vous reprenez votre défausse, vous la remélangez et vous continuez de piocher. Non, là le but c'est de tout défausser, ce qu'on a en main, ce qu'on a dans sa pioche, et donc il va falloir le faire avec du deck building. Petite précision sur cette boîte là, ils ont été méga sympas. Regardez-moi ceci, je vous l'approche un petit peu. Il y a mon nom dessus, c'est une édition limitée avec mon nom dessus. C'est incroyable. Alors par contre oui, ça, c'est pas le jeu complet. Merci mon acolyte de toujours tout me dire et tout me rappeler ce que j'ai complètement oublié. Alors, je me suis arrêté. Pourquoi? Parce que le jeu me dit « Attention, n'ouvrez ce paquet de cartes principales que si les règles de jeu vous y invitent. » En fait, je pense que le jeu va vraiment nous inciter à faire le prologue. Et donc, on va ouvrir que celui-là pour le moment et vous montrer un petit peu les différentes cartes. Alors déjà, même si vous l'avez vu un petit peu dans les plans tout à l'heure, ça c'est des cartes de base qui sont un peu des cartes poubelles, qui servent un peu à rien. Mais toutes les autres cartes, on a vraiment des illustrations quand même un petit peu stylées et les cartes sont hyper belles. Alors l'année dernière, il y avait un style très différent, je vous remets les images, qui était un style qui ne faisait pas consensus, ça plaisait pas à tout le monde et c'est pour ça qu'ils sont partis sur ce style-là, que moi j'aime beaucoup. L'ancien style, je l'aimais bien aussi, j'aimais bien ce côté épuré des dessins. Voilà, vous avez des cartes où là par exemple c'est écrit défaussez une carte de votre main pour piocher une carte. Si cette carte-là est défaussée, défaussez la première carte de votre pioche. Donc en fait, vous avez plein d'enchaînements comme ça où vous pouvez, et surtout vous devez, enchaîner des défausses de cartes. Piocher une carte, puis placer une carte de votre main sur ou sous votre pioche. Donc ça permet de mieux maîtriser ce que vous allez piocher, et donc ça sera beaucoup plus simple de vider son deck. Je ne sais pas si j'ouvre le reste, en tout cas là on voit déjà un exemple avec une carte ici, je sais pas si tu as des reflets, ça c'est des cartes événements si je dis pas de bêtises, et à l'intérieur il y a différentes factions qui vont justement amener différentes manières de jouer au jeu, enfin des effets différents comme dans plein de deck building, comme Ascension, comme Dominion, voilà, etc. Et franchement, l'édition, elle est très cool. On a une petite carte promotionnelle qui coûte très cher, elle coûte 8 quand même d'achat. Dans les deck building, vous savez que c'est un peu cher. Et la règle de jeu, elle est toute con, hein. C'est vraiment, vous voyez, c'est juste un dépliant. C'est pas non plus hyper compliqué comme jeu. Donc très accessible. De toute façon, je vous avais présenté le jeu l'année dernière à Cannes, donc je vous remets la fiche ici pour pouvoir revoir cette vidéo. Et on en a fini avec ce dont je voulais parler. On va enchaîner avec la prochaine soirée, mais sachez que ce soir, nous allons jouer à la Guerre de l'Anneau. Chaque année, c'est un jeu nuts à jouer. Là, on va jouer à la Guerre de l'Anneau, le jeu de cartes. Jamais joué, et j'ai très hâte. Et je crois que mon acolyte aussi.
Nouvelle journée. Cette fois-ci, nous avons pu rentrer relativement tôt et on a pu profiter de ça pour jouer à un jeu très rapidement. En l'occurrence, on a joué à Flow. Flow, c'est un jeu adapté du film d'animation qui est sorti il y a pas si longtemps et à l'heure actuelle, au moment où je tourne cette vidéo, il a eu le César du meilleur film d'animation. Le film, je l'ai pas vu, ça a l'air très mignon, c'est génial. Et le jeu, c'est un jeu coopératif dans lequel on va placer différentes tuiles pour créer des chemins entre les différents animaux pour qu'ils rejoignent le bateau au centre du plateau. Et tout ça à chaque fois avec des manches qui durent 1 minute où à chaque fois on place une tuile à la manière d'un Carcassonne, on va dire, dans le sens où il faut faire des chemins. Et à la fin de chaque manche, on pète des tuiles sur le plateau. Donc il faut se dépêcher avant qu'on ait plus de tuiles ou ce genre de choses. C'était très cool et surtout il y a une montée en difficulté. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Ensuite on a fait un petit rendez-vous Pixie Games. J'ai enfin pu rencontrer l'équipe Pixie Games et découvrir les nouveautés. Notamment une nouveauté que j'ai découvert dans ce rendez-vous qui a l'air génial à jouer et qui m'a bluffé en termes de propositions, de prix et tout ça. C'est Eternal Decks, qui est un jeu coopératif avec des missions à faire, des trucs comme ça. Faut récupérer des étoiles avec différentes actions qu'on va pouvoir faire sur le plateau. Je vais pas vous détailler le jeu parce que si jamais je le reçois, ça sera plus intéressant comme ça. Et surtout que je peux pas beaucoup vous le présenter parce que j'y ai pas joué. Mais c'était la grosse surprise de ce rendez-vous. Et puis, on est allé voir Rivals et on a joué à Rivals. C'est qu'on avait dit qu'on ferait hier, hein, vu qu'on l'avait promis, voilà. Et je vous le dis, on va reparler de ce jeu sur la chaîne. À un moment précis de l'année, vous verrez ça. C'est un jeu de Battle Royale et de deck building dans le sens qu'on a un plateau sur lequel sont disposés les joueurs. Ils vont devoir se déplacer sur le plateau pour se taper dessus, récupérer des ressources afin de deck builder leur deck et de pouvoir du coup taper beaucoup plus fort leurs adversaires, etc. etc. Le but, soit être le seul survivant, soit avoir 5 points de victoire. Et voilà, un jeu très très simple. J'ai vraiment adoré l'expérience. Après, en même temps, est-ce que c'est si étonnant? C'est vraiment le type de jeu qu'on préfère le plus avec mon acolyte. Donc, on n'était pas trop perdu. En plus, c'est une petite boîte qui fait ça, leur premier jeu. Franchement, pour un premier jeu, ils ont pas pris le plus simple. Et ben, bravo. Bravo, bravo, bravo. C'est assez bluffant en termes de qualité de matos. En termes de gameplay, c'est hyper bien huilé. Et si vous aimez globalement l'affrontement, de vous défoncer la tête tous ensemble, vous ne serez pas déçus. On est de retour chez Mob, et oui Mob, le lieu dont je vous ai parlé l'année dernière à Cannes, c'est un lieu qui est très atypique et je sais que vous êtes beaucoup à ne pas connaître Mob, donc je redonne les informations. Mob, c'est quoi? Ou MOB Vanguard, c'est une compagnie qui s'occupe de faire un peu les entremetteurs entre les différents éditeurs, on va dire, du milieu du jeu. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est un peu ça finalement. Ils dénichent des jeux un petit peu partout dans le monde et ils essaient de les localiser un petit peu partout dans le monde. Je crois qu'on peut résumer ça comme ça finalement. C'est-à-dire que même des jeux français, ils vont les récupérer pour qu'ils puissent aller dans le monde entier et inversement, des jeux anglais, ils essaient de faire en sorte qu'ils soient dans le monde entier. Et donc on se retrouve avec des mastodontes comme ça qu'ils essaient de vendre. Ça n'a aucun sens parce que c'est un immense Kickstarter qui vend beaucoup de matos plus que du jeu. Ou des jeux qu'ils ont réussi à vendre. Vous reconnaissez ici le fameux Wondrous Creature, qui est un jeu chez Super Meeple et vous avez vu pas mal de jeux qui sont passés par chez eux. Là tout à l'heure on a vu Magic Maze, Planet Unknown, c'est par eux que c'est passé. Bref, ils savent y faire pour trouver les différentes pépites qu'on peut trouver chez tous nos éditeurs. Et vous voyez que tous leurs jeux qu'ils sélectionnent, eh ben, ils ont quand même un intérêt ne serait-ce que visuel, mais aussi en termes de gameplay, ça je vous le dis complètement. Il y aura une vidéo que je sortirai à côté où je vous présente un petit peu mes petites sélections de jeux que j'ai trouvé vraiment très intéressants chez MOB. Et de toute façon, vous aurez des informations régulières autour de MOB sur la chaîne, puisque on veut travailler ensemble pour pouvoir vous présenter un petit peu tout ça, que vous sachiez un peu que MOB existe et franchement, ils le méritent largement parce que grâce à eux, il y a vraiment des jeux de dingue qui sont arrivés en France. Dernier jour du salon. C'est le 5e jour et c'est la première année qu'ils font ça, 5 jours. C'est beaucoup. Alors, est-ce que c'est pas bien? Si, c'est quand même bien parce que on peut encore plus profiter de certaines choses. Mais waouh, faut les tenir. C'est sportif, Cannes. En fait, c'est très fatigant, mais qu'est-ce que c'est enrichissant. On rencontre plein de monde, on joue à plein de trucs, on découvre plein de jeux. Donc, quand ça,
Merci Cannes. Je ne vous ai pas parlé vite fait d'hier soir. Hier soir, il y avait la soirée Néoludis. On est passé quelques temps. On a joué à Skyrise, qui était en avant-première pour être joué, qui est la réédition d'un vieux jeu qui s'appelait Metropolis. C'est un jeu d'enchères spatiales dans lequel on va placer des bâtiments, des immeubles pour récupérer des zones sur le plateau. Et ces zones vont donner des bonus, etc. La mécanique d'enchères est extrêmement intelligente, ça donne envie d'y rejouer. Après, je pense que comme j'y avais joué hyper tard le soir, après 3-4 jours de salon, waouh, c'était pas si simple. Néanmoins, ça propose vraiment quelque chose qui est très différent de ce qu'on trouve d'habitude. Cette mécanique d'enchère où on pose un bâtiment au fur et à mesure pour ensuite récupérer une seule zone, c'est extrêmement intelligent, même si ça peut paraître parfois très frustrant, je l'avoue. Et aujourd'hui, eh bien, on en profite pour essayer de jouer au dernier jeu qu'on avait envie de jouer. Et en l'occurrence, ce matin, on était parti voir Nuts pour voir un peu leurs nouveautés. Mais sur le chemin, on est passé à côté de Unfriendly Games qui font Dungeon Exit que j'ai adoré et Nekojima. Et ils m'ont présenté leur nouveau jeu qui s'appelle Heroes Love to Lie. C'est un mélange entre un love letter et un mascarade, donc avec une grosse partie bluff, où il y a plein de rôles qui existent dans un paquet commun. On a un rôle devant nous, on peut dire j'active son effet, on peut ou non accepter le fait qu'il est tel ou tel personnage. Si on le contredit, eh bien s'il a dit la vérité, c'est nous qui perdons un point de vie, sinon c'est lui qui perd un point de vie. Et le but du jeu, c'est soit d'être le dernier en lice, soit de récupérer un certain nombre de médailles qu'on récupère en tuant des monstres sur le plateau, des choses comme ça. On a joué à 3, c'était très amusant, même si j'ai été complètement nul, parce que moi, je suis pas très bon au jeu de bluff. Cependant, j'avais joué à l'époque à Badass Force, que j'avais trouvé sympa mais très limité. Là, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus abouti qu'un Badass Force et donc j'ai trouvé ça très très cool. C'est pourquoi j'y rejouerai avec plaisir, avec un groupe de joueurs adapté. C'est typiquement un genre de jeu entre potes où on rigole bien et s'il y a des gens trop joueurs, trop sérieux, c'est moins marrant. Donc Heroes Love to Lie, je vous y oriente. Le but, c'était d'aller quand même chez Nuts, donc on y est allé. Et au départ, on s'est dit, on va juste discuter avec les gens de chez Nuts parce qu'ils sont trop sympas. J'aurais demandé s'ils avaient des nouveautés et en fait, la réponse est oui. Ils avaient 2 nouveautés. Un que j'ai adoré, mais vraiment adoré, mais qui n'est pas achetable tout de suite. Et l'autre qui était un peu plus particulier. Et pour tout vous dire, c'est un jeu abstrait. Je parle de celui que j'ai adoré après. Ce jeu abstrait, il s'appelle Spell. Un jeu abstrait dans lequel il faut faire des formes de polyomino avec des cases de couleurs qui nous sont propres. Par exemple, un joueur a les tuiles noires et l'autre joueur a les tuiles roses. Sauf que les tuiles ont 2 côtés, une face active et une face inactive. Et on va pouvoir les déplacer un peu avec une certaine manière, puisqu'on va faire un carré de 4x4 avec un trou. Et ce trou, on va pouvoir le combler en déplaçant une tuile, puis en déplaçant une des lignes, un petit peu comme dans un labyrinthe ou que sais-je. Donc il va falloir agencer ces différentes tuiles pour faire des formes de polyomino. Sauf que les formes de polyomino, on ne peut les faire qu'avec des tuiles activées, donc des tuiles qui sont complètement remplies au niveau de la couleur. À chaque tour, voilà, soit on remplit le trou et on déplace... Putain, là, ça parle de trou, c'est horrible. Donc voilà, je vous ai expliqué cette action. Et la deuxième action possible, c'est que vous avez un mage qui est sur ces différentes tuiles. Et ce mage, l'endroit où il est, eh bien, ça fait votre couleur. Donc ça vous permet de faire des formes de polyomino supplémentaires. Ce mage-là, vous pouvez le déplacer sur le plateau et vous pouvez surtout vous en servir pour retourner des tuiles en face active. Rajoutez à ça qu'il y a des petits golems que vous pouvez placer sur le plateau qui vous aident aussi à faire des formes. Bref, ça marche super bien. C'est très très casse-tête. Faut vraiment se dire, alors attends, je place cette tuile là, je décale ici et après je déplace mon bonhomme. Du coup, ça me crée cette forme là et du coup, je chope tant de points. Et si on rajoute à ça qu'il y a aussi une asymétrie possible en rajoutant des pouvoirs aux différents joueurs, waouh, le jeu, il est vachement intéressant. Et pour le coup, c'est un jeu abstrait qui a un thème, qui a un visuel, qui a un attrait. Donc je pense que ça peut un peu plus parler aux gens et ça me fait plaisir. Et surtout, le jeu que j'ai adoré, est-ce qu'il passe au-dessus de Zenith ? Il est pas très très loin, mais Zenith il est achetable alors que Rolling Seas il est pas achetable. Et oui, c'est de Rolling Seas qu'on parle. Un jeu qui est vraiment un mélange entre Paper Dungeon et cartographeur. À chaque tour, on révèle une carte qui va nous demander de dessiner des choses sur une carte navale. Donc à la manière d'un cartographeur, on va dessiner des petites cases, soit de montagnes, soit de monstres, soit de courants marins. Et donc déjà cet aspect-là, il est super. Après ça, on va balancer 4 dés. Il y a un D6 dans le lot, le D6 va définir ce qui, pendant le tour, va pouvoir être récolté dans un tour. Et sinon, les autres dés sont des D12 qu'on va placer autour d'un cadran qui nous donneront le sens du vent. Et le sens du vent nous permettra de nous déplacer plus ou moins facilement. Par exemple, je veux aller au nord,
mon déplacement ne coûtera que 1. Je veux aller au nord-est, mon déplacement me coûtera 1 de plus, donc il me coûtera 2. Je veux aller au sud, eh bien mon déplacement me coûtera 5. Donc le déplacement est quand même pas mal géré par les dés et ça amène un vrai côté casse-tête parfois à se dire alors est-ce que je dépense telle ou telle ressource pour pouvoir le faire, parce que à la côté de ça on a un autre plateau qui est notre bateau qui contient des provisions, des pièces d'or et le suivi de notre histoire, car le but est de récolter beaucoup de points d'histoire pour ensuite choper des points de victoire en les racontant sur les différents ports qu'il y a sur la map, et le jeu est super agréable à jouer. Déjà, il y a un aspect course où on va tous vouloir récupérer des emplacements sur la carte plus vite que les autres pour pouvoir récupérer des points de victoire. On a des pirates qu'on peut taper sur le plateau, sinon on a des points de victoire en moins à la fin de la partie. On peut améliorer notre bateau pour qu'il se déplace plus vite. On peut rajouter des canons dessus pour qu'il s'occupe des monstres qui sont sur le plateau et qui donc nous donnent des points supplémentaires. C'est super agréable à jouer parce qu'en plus, à chaque tour, on retourne une carte, donc on dessine quelque chose. Si jamais c'est des montagnes, on donne le plateau à un adversaire et c'est lui qui dessine les montagnes. Et à chaque tour, donc, une carte, le lancer de dés, et soit on explore, soit on se déplace, soit on raconte nos aventures au port qui est adjacent à nous. Donc c'est tout bête, mais ça donne vraiment envie de recommencer, un petit peu comme Paper Dungeon, mais c'est beaucoup plus simple et abordable qu'un Paper Dungeon. Donc Rolling Seas, si vous devez attendre qu'un seul jeu, pour moi c'est celui-là, dans le sens où j'ai retrouvé des sensations qui me plaisaient dans un cartographeur et un Paper Dungeon. Donc si vous aimez ces deux jeux, c'est quasi impossible que vous n'aimez pas celui-ci. Et là on attend pour jouer à Tir na Nog. Et je crois qu'on va bientôt pouvoir y jouer d'ailleurs. Donc je vous dis à tout de suite pour le débrief. C'est bon, Tir na Nog, c'est joué. J'avais fait une manche quand on m'a présenté le jeu sur le stand pro de Lucky Duck, et là d'avoir pu vraiment y jouer, quel plaisir. On est sur du draft, mais du draft qui va être disputé entre les joueurs. On va placer des meeples entre des cartes. On va tous en poser 3 de cette manière-là et on pourra du coup se contester plus ou moins des cartes. Et après avoir tous posé des meeples, le dernier joueur commencera à prendre une carte en enlevant un de ses meeples. Et comme ça, on continue dans le sens anti-horaire afin que tout le monde ait récupéré 3 cartes dans le tour. Lorsqu'on récupère une carte, on n'est pas obligé de la poser. On a une main de cartes et on met la carte qu'on veut, soit celle qu'on vient de récupérer, soit d'autres cartes qu'on avait en main. Et ça marche super bien parce que le but de récupérer ces cartes, c'est de les placer sur 3 lignes différentes qui ont toutes leurs contraintes, en tout cas contraintes de points de victoire. Par exemple, la première carte c'était on ne peut mettre des cartes que de valeur égale ou inférieure à la carte qui venait d'être posée avant. Au centre, on devait avoir les mêmes couleurs au-dessus et en dessous que la carte du milieu, comme ça nous fera des points. Et sur la partie du bas, on devait avoir le plus de fois le même nombre qui est placé justement sur la ligne du bas. Donc on doit agencer plusieurs types de cartes en essayant de respecter un petit peu les règles des conditions qu'on nous donne, et tout ça nous permettra de gagner plein de points de victoire. C'est pas un jeu avec une soupe énorme de points de victoire, mais rien que ça suffit à faire un jeu hyper tendu. À chaque fois on se pose avec notre meeple, quand l'adversaire se place en face d'une autre carte qu'on était en train d'occuper, on se dit putain tu vas peut-être la récupérer avant moi, ça fait chier machin, enfin vraiment il y a beaucoup de moments comme ça où on se dit est-ce que je récupère telle carte maintenant ou celle-ci, parce que si je prends celle-ci il va potentiellement prendre l'autre en fait. Et donc on est complètement tiraillé, c'est le principe du draft, choisir c'est renoncer, et là dans ce jeu là c'est assez vrai. Il y a plusieurs cartes différentes d'objectifs, donc vous n'aurez jamais les mêmes parties à ce niveau là. Tir na Nog c'est peut-être pas un coup de cœur, mais c'est tellement agréable à jouer que je pourrais en faire des tonnes. Après avoir fait ce Tir na Nog, eh bien, on s'est baladé. On s'est beaucoup baladé dans le salon. On a essayé de voir si on pouvait jouer à des jeux. On a pu voir des endroits du salon qu'on n'a pas vus. Et en l'occurrence, il y avait un jeu dont on avait vite fait entendu parler, mais où on s'était pas penché dessus. Et aujourd'hui, on s'est dit, bah tiens, on va aller le tester. Ce jeu-là, c'est Tag Team chez Scorpion Masqué. Ils sont très bons pour faire des jeux à deux quand même. Parce que là, on est sur le type de petit jeu à deux d'affrontement qu'on adore. On a 2 cartes au début qui correspondent à des personnages qu'on a en face de nous. On va les mettre dans un certain ordre et à chaque tour, on révèle la première carte, puis on révèle la deuxième carte et on applique juste en fait ce qu'il y a sur les effets. Après cette manche, c'est là où est le génie du jeu. On va récupérer ce paquet qu'on ne change pas d'ordre, donc on garde l'ordre qu'on avait au tout début, et on va piocher 3 cartes dans notre paquet qui est juste à côté, et on va en choisir une qu'on va placer
dans ce fameux paquet de combat, soit en premier, soit en dernier, soit au milieu d'autres cartes. Et au fur et à mesure de la partie, là je sais plus combien de cartes on avait à la fin, mais peut-être une bonne dizaine, eh bien on va avoir de plus en plus d'effets qui vont s'enchaîner et qui vont peut-être contrer l'adversaire. On a des cartes qui nous permettent de nous défendre, on a des cartes qui nous permettent de faire les effets de nos personnages parce que chaque personnage est strictement différent. Il y en a un, c'est plus un berserker, il va s'enrager, il va gagner des points de force énormément et donc il va taper très très fort quand il sera réveillé, mais il a très peu de points de vie. Un autre personnage qui va récolter des bateaux au fur et à mesure de la partie et lorsqu'il en aura 20, il va mettre l'adversaire à 1 point de vie. Et des personnages comme ça, il y en a 8 de prévus pour la boîte de base. En tout cas, à l'heure actuelle de ce qu'on a pu voir. La stratégie qu'on adopte en plaçant ces cartes, c'est fabuleux. Je suis sûr que c'est pas le seul jeu qui a fait ça, mais là, avec le côté affrontement asymétrie, ça marche énormément bien et c'est sûrement un de ceux que j'ai préférés sur le salon. C'est pour ça que j'en parle. Parce qu'évidemment, on a vu d'autres jeux sur le salon dont je ne parle pas particulièrement parce que j'ai pas grand chose à en dire ou que c'est pas ma tasse de thé. Voilà. Bon, par contre, là, vu l'heure qu'il est, ça va sûrement bientôt être la fin. On va voir si on a le temps de faire autre chose. On vous filme 2-3 trucs et puis on se retrouve tout à l'heure, tout de suite pour vous. Finalement, ça finissait pas à 18h. Du coup, on avait un tout petit peu de temps et on en a profité pour pouvoir découvrir Yokohama Duel. On se disait, bah tiens, il nous reste un tout petit peu de temps. Il y avait Yokohama Duel en face. On y a joué quelques tours. Franchement, je suis très très agréablement surpris alors que franchement, je m'attendais à rien. Je m'attendais à un jeu de gestion assez classique. Et le plaisir de jeu était là. De la pose d'ouvriers, de la gestion de ressources, des cartes technologie. On s'embête en posant des bâtiments qui font qu'on donne de l'argent à l'autre. C'était vraiment très fun. Et pour le coup, je ne connais pas Yokohama de base, mais Yokohama Duel, je valide. Et je sais pas quoi dire, dans le sens où vous avez vu ma vidéo d'ailleurs qui est sortie pendant Cannes sur est-ce que c'est bien d'avoir trop de jeux, et que la réponse était oui et non, c'est-à-dire que là, oui, grâce à ça, je peux bosser, je peux faire des vidéos YouTube, je peux en faire énormément. Il y a eu des cadeaux d'éditeurs, des vraies demandes par rapport à des jeux que j'aimerais chroniquer sur ma chaîne. Je pense par exemple à Rivals, je pense par exemple à Fate, que vous voyez aussi en bas. Je pense par exemple à Halls of Flagra, Imperial Struggle, peut-être. Donc oui, beaucoup de cadeaux. C'est vrai, et je comprends que ça plaise pas forcément à tout le monde, mais encore une fois, c'est un moyen pour nous, les youtubeurs, créateurs de contenu en général, de faire des vidéos. Parce que si on devait mettre un SMIC pour absolument avoir tout ça, en fait, il faudrait gagner beaucoup plus d'argent auprès des éditeurs pour pouvoir faire ce travail, parce que oui, c'est un travail. Là, la personne derrière la caméra, en fait, là, le fait qu'elle tienne la caméra, ça s'appelle un travail en fait, c'est un travail. Je remercie infiniment tous les éditeurs que j'ai pu croiser sur le salon, et pas que ceux qui nous ont passé des trucs. Par exemple, Scorpion Masqué qui nous ont accueillis pour Tag Team, Synapse qui nous ont accueillis pour Yokohama Duel, Lucky Dog pour les 3 jeux dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Bref, il y a énormément de coucou à faire et je suis sûr que j'en oublierai, donc je ne vais pas le faire. Je ne vais pas les citer tous parce que sinon je vais forcément en oublier un et ça le rendrait très triste. Mais là vous avez un panel des gens qui nous ont accompagnés un peu dans tout ce Cannes. Ce Cannes, c'est le seul Cannes déjà que je finis, je crois, pas malade, c'est-à-dire que j'ai mal à la gorge parce que on parle énormément et les cordes vocales elles sont détruites, donc beaucoup de douleur à l'intérieur, mais beaucoup de plaisir dans la tête, que ce soit au niveau des rencontres, au niveau des jeux auxquels on a pu jouer, des nouveautés qui sont arrivées, des choses qu'on pourra faire avec certains éditeurs. Je vous avais parlé de Mob, encore une fois Mob, je suis trop content d'avoir découvert leur compagnie l'année dernière parce qu'il y a une vraie possibilité de faire des choses avec eux et ça je suis hyper heureux de pouvoir le faire. Donc merci énormément tous les éditeurs du salon, même ceux que je n'ai pas vus. En l'occurrence, j'ai pas du tout pu aller voir Ravensburger, je n'ai pas du tout pu aller voir BlackRock et franchement, je suis désolé. C'est incroyable à quel point il y a eu beaucoup de choses à faire dans ce Cannes. On n'a pas du tout vu le temps passer. Après, on a dû attendre parfois pour jouer, mais ça, c'est la loi des salons. Et surtout, merci à
vous qui regardez ces vidéos. J'espère que le contenu vous plaît, qu'il continuera de vous plaire, parce que c'est grâce à vous que toutes ces rencontres, tous ces voyages autour des jeux, notamment les salons, toutes ces découvertes de jeux aussi, puisque tous ces jeux-là, eh bien, c'est grâce à vous finalement que je les connais. Alors on pourra dire, t'aurais pu te renseigner en fait sur d'autres chaînes, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. J'essaie juste de trouver une fin à cette vidéo, et à part vous dire un grand merci de suivre la chaîne, et j'espère que vous serez encore content du futur contenu qui va arriver. J'ai encore plein de nouvelles idées qui vont arriver. Cannes se termine, et terminer Cannes, ça veut aussi dire ça. Du coup, à l'année prochaine. Et puis, moi je vous dis, salut et merci. Et c'est... Coupé. Fini. Incroyable.